Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important. C'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Bonjour Olivier Molin. Et donc vous êtes écrivain, journaliste à Valeurs Actuelles, vous êtes aussi critique littéraire français, on vous connaît pour vos livres, Les Retrouvailles, Le populisme ou la mort et autres chroniques, La fin de la fête et votre dernier, Le Temps des loups aux éditions Le Cherche Midi. Alors d'abord, on ne va pas y passer toute l'émission, mais je voulais revenir sur le dernier prix Nobel de littérature de Annie Ernaux qui vous a enchanté. C'est-à-dire que c'est un prix pour le coup vraiment déprimant, quoi, parce que l'écrivain elle-même est déprimante totalement. C'est vraiment l'autofiction rabougrie, c'est assez désolant. Pour moi, c'est un mystère, c'est-à-dire qu'il faudrait m'expliquer pourquoi. Bon, j'imagine bien qu'il y a des raisons idéologiques à ça, puisque c'est une militante. En plus, alors elle a le droit évidemment, mais je pense que c'est plus la militante qui a été sacrée peut-être que l'écrivain. Parce que vraiment l'écrivain, bon, d'abord elle a aucun souffle, c'est rikiki. Elle fait, vous savez, elle parle que d'elle en fait. C'est de l'autofiction avec pour cadre, si vous voulez, c'est quelqu'un qui est passé d'un état social à un autre. Elle vient d'un milieu pauvre et puis elle a réussi grâce à ce qu'on appelait à une époque l'ascenseur. Comment d'ailleurs républicain, non ? L'ascenseur républicain. Voilà, l'ascenseur républicain. Social ou et l'ascenseur social, voilà. Et donc elle a réussi à faire les études de lettres, elle est devenue prof, etc. Mais ce qui est fascinant, vous voyez, c'est au lieu de se, d'en tirer gloire et fierté, de dire c'est ça une société, c'est-à-dire elle en a tiré des sentiments de honte, de haine, parce qu'évidemment elle est rentrée du côté des dominants qu'elle est. Et puis alors du coup, vous voyez, c'est toutes ces choses-là qu'elle décrit. C'est du Bourdieu, c'est très influencé par le sociologue Bourdieu. C'est du ressassement, c'est des ressentiments, c'est épouvantable. Et puis je vous dis, après évidemment, ça correspond à quelque chose ce Nobel, c'est pas absurde dans la mesure où c'est le symptôme d'une époque et d'une littérature qui a répudié complètement la grandeur, l'héroïsme, l'épopée, la tragédie, ce genre de choses. Et ça, donc évidemment dans ce sens-là, elle dit un peu tout de cette époque narcissique. C'est l'écrivain, vous savez, dans mon livre, on en parlera tout à l'heure, peut-être j'ai un écrivain que j'appelle parfois l'écrivain du moi, qui s'appelle Yvan Potard, donc je fais une satire, je me moque un peu. En fait, c'est vraiment. Alors, j'ai pas pensé à elle en l'occurrence, mais ça aurait pu être elle. C'est l'écrivain du moi. Elle parle que d'elle. Oui. Alors, elle parle de son père et de sa mère. Elle en parle en plus en des termes assez orduriers, je trouve. Vous savez, c'est un peu comme ce Édouard Louis, qui est son héritier spirituel absolument direct et qui parle de sa classe sociale d'origine de manière ordurière. Enfin, maintenant qu'il est devenu un petit peu. Bon, enfin, voilà. Et puis, alors, elle parle de ça, de son père. Elle parle de son avortement. Alors, bien sûr, c'est le passage obligé pour une féministe de sa trempe. Elle parle même elle a fait même un livre quand même sur son hypermarché à Cergy. Elle raconte. Bon, alors vous me direz, il y a des gens qui me diront la littérature se pose absolument où elle veut, c'est pas faux. Mais tout ça est rabougri quand même. Vous voyez, voilà. Oui. Mais alors bon, c'est le symptôme effectivement quand même. Je le disais donc de la fin de la grandeur en littérature. Et puis ça c'est quelque chose qu'on constate en dehors d'elle, c'est la mort de l'imagination littérature, quoi. C'est-à-dire, vous savez, c'est ce grand roman 19e. Puis même après, je veux dire, mais où l'imagination était au cœur, où véritablement on bâtit des mondes et on essaie d'élever son lecteur ou au moins le faire rêver, ça c'est quand même en train de disparaître au profit d'une autofiction qui s'ausculte le nombril à longueur de journée, quoi. Oui, et je vous recommande d'ailleurs quand même, puisque je suis là, j'en profite si vous le permettez, faire un petit peu de pub pour ma paroisse. Non, je vous recommande le magnifique article de Laurent Dandrieux dans le Valeurs Actuelles qui est sorti en kiosque hier et qui s'appelle précisément le Nobel du nombril. Voilà. Et je crois que tout est dit, et c'est un très bon article, qui ausculte un petit peu, qui regarde de près le phénomène Annie Ernaux. Mais c'est vrai que c'est un peu désespérant d'avoir un Nobel de cette, comment dirais-je, aussi ras des pâquerettes, quoi. Oui, qui est idéologique, évidemment. En plus, voilà, bon. Bon, nous on revient donc dans votre dernier livre qui se passe dans les Vosges, qui se passe encore dans les Vosges, parce que votre dernier livre, le temps de la fête était, la fin de la fête était. La fête est finie. C'était dans les Vosges, mais alors attention, cher ami, parce qu'il y a les Vosges vosgiennes et les Vosges alsaciennes. Et si on les confond. Ah oui, excusez-moi. On commence mal, on part mal. Vous êtes de la région. Oui, tout à fait. Enfin, non, pas exactement, mais je connais bien la région. Et moi, je suis alsacien de la Plaine, mais le précédent se passait dans les Vosges alsaciennes. Et là, cette fois-ci, j'ai franchi une frontière absolument, si vous voulez, immense, qui est la frontière linguistique, d'abord, évidemment, parce qu'il y a les Vosges alsaciennes où on parle alsacien, et les Vosges vosgiennes où on parle Welsh, comme on dit en Alsace, c'est-à-dire français. D'accord. Donc vous êtes quand même ouvert, mais vous restez quand même voilà, exactement. dans le même région. Enfin, c'est
pas une région, mais c'est en tout cas la même localité. Et alors, pourquoi vous avez cet attachement à vouloir que vos intrigues soient de là où vous venez ? Alors, je vous répète, je viens pas des Vosges, oui. Mais je connais bien les Vosges et j'aime beaucoup ce massif vosgien. Et je trouve on trouve encore dans ces Vosges, comment dirais-je, des types humains, on pourrait dire presque, qui tendent à disparaître, quoi. Un petit peu, c'est un peu, j'y retrouve un peu de la France d'avant, d'une France beaucoup plus rude et beaucoup plus avec ses qualités et ses défauts. Hein. J'idéalise pas du tout. Du reste, ce peuple vosgien qui est un peuple assez austère quand même, hein, qui est un peuple de taiseux pour le meilleur et pour le pire. Hein. On se rappelle tous l'affaire Grégory, ça se passe aussi dans les Vosges et c'est quelque chose d'épouvantable qui dit aussi beaucoup de cette espèce d'omerta, vous savez, de dureté des gens qui préféraient se faire arracher les ongles à un plutôt que de parler, quoi. Oui, c'est... En tout cas, on est plongé dans les Vosges, donc vous dites les Vosges vosgiennes. Et il y a un humour vosgien, vous disiez qu'il y avait un humour vosgien. Ah, en tout cas, moi je pense que dans mes livres, j'essaye en effet, il y a de l'humour, c'est clair, en tout cas on me dit suffisamment pour, voilà. Je sais pas s'il y a un humour typiquement vosgien, je suis pas certain que ce soit la qualité numéro 1 des Vosgiens. D'accord, parce que vous, votre humour, c'est, on dit un mélange de Michel Audiard et de Rabelais, donc il y a du Audiard évidemment, du Rabelais, donc c'est très pléthorique, vous vous inspirez totalement de... Vous savez, c'est toujours compliqué la question de l'inspiration, on sait jamais d'où elle vient. Ce qui est certain, c'est que j'ai appris un peu à me connaître. Au début, j'avais pas conscience d'écrire des livres drôles, j'en ai pris conscience parce qu'on me l'a dit, et je pense véritablement que j'ai une sorte de comment dire, oui, j'ai en moi cet humour naturellement, quoi, j'allais dire. J'ai pas à me forcer beaucoup. Oui, c'est ça. C'est-à-dire, quand je suis devant ma page blanche, il y a rapidement, ça prend des tournures un petit peu comiques ou grotesques. Je tends vers ça, quoi. Grotesque. Vos personnages, d'abord Jean-Maurice Gros-Didier, hein, qui nous dit on veut l'artiche, nom de Dieu, la sainte patate, la carbure, la maille, l'oseille qu'on peut palper, le divin pognon, quoi. Donc on se croirait vraiment dans les tontons flingueurs, on voit l'inspiration d'Audiard. Et donc c'est Jean-Maurice Gros-Didier dans votre livre, qui n'est pas donc la personne la plus intelligente qu'on connaisse, et qui, avec ses deux frères, donc vont tenter de kidnapper l'américaine Samantha Soon Lopez, qui est invitée au salon du livre d'Épinal pour obtenir une rançon. Et alors après, il s'ensuit une multitude de péripéties, on va pas dire à nos auditeurs, mais déjà dans La fête est finie, vous aimiez bien décrire des personnages grotesques, un petit peu crétins. Alors pourquoi? Oui, alors bon, d'abord j'ai une sympathie pour les crétins, comme vous dites, qu'on pourrait aussi appeler innocents, parce qu'il y a cette innocence qui m'intéresse. Divertie, d'abord, je la trouve amusante à décrire. Ça donne lieu à des situations parfois qui sont en effet comiques, tout simplement. Et puis il y a aussi, je pense, si vous voulez, à travers ces personnages, ce que j'aime bien, c'est toujours un petit peu jouer sur l'ambiguïté. C'est-à-dire que, bon, certes, ce sont des crétins, pour reprendre votre mot, ou des imbéciles, enfin ce qu'on voudra, mais d'un autre côté, il y a un moment donné où, au fil des livres, on peut se poser la question, en tout cas, si c'est pas le monde qui est devenu complètement imbécile, et eux, peut-être, le sont moins qu'on le croit. Voilà, je joue un peu sur ça, si vous voulez. Ou c'est des imbéciles, mais peut-être pas tant que ça, en fait. Peut-être que leur innocence les a précisément protégés d'un certain délire actuel, moderne, et peut-être que cette innocence a été au contraire, vous voyez, à quelque chose de salvateur, quoi. Parce que finalement, quand on réfléchit bien, quelqu'un qui passe ses journées à glander, c'est le cas du personnage que vous avez cité, et à pas faire grand-chose dans sa ferme isolée des Vosges, est-ce qu'il est plus fou que quelqu'un qui passe ses journées à courir et qui finit en burn-out dans une clinique parce qu'il a travaillé 12 heures par jour et que finalement son horizon se limitait à la consommation et à la production? Qui est le plus fou? C'est une question qu'on peut se poser, en tout cas. C'est tout à fait ça, c'est parce que ce sont des crétins, mais en même temps qui sont pleins de bon sens. C'est-à-dire que ce ne sont pas des gens, on va dire, qui écoutent Radio Courtoisie mais en même temps il y a un côté réac, on va dire pour aller vite, qui est du bon sens. Alors comment cette France périphérique arrive à avoir du bon sens? C'est-à-dire que, alors effectivement, ils sont, quand on dit, ils écoutent rien, ils lisent rien, c'est des gens qui sont, ils ont aucune culture, etc. Mais effectivement, ils représentent, vous l'avez dit vous-même, c'est-à-dire que ce bon sens, moi j'y crois beaucoup au bon sens. Je sais que ça fait ricaner généralement à gauche, dès qu'ils entendent bon sens, ils se mettent à ricaner très sérieusement. Mais cela dit, le bon sens, c'est-à-dire simplement le sens commun, quoi, que les gens partagent en règle générale, moi j'y crois beaucoup, j'y crois énormément. Je pense que la majorité, aujourd'hui, on a véritablement des situations, si vous voulez, qui sont des situations où on marche littéralement sur la tête. Et en vérité, 90% ou 95% des Français le savent. Il y a une petite élite simplement totalement abstraite et totalement déconnectée, totalement hors sol,
mais c'est cette élite-là en vérité qui fait. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que la plupart des gens, on sait très bien qu'il y a des choses qui se passent qui sont inouïes, quoi. Voilà. Je vous donne un seul exemple. Récemment, j'y pense. Hein, c'est un exemple d'actualité. C'est des types qui débarquent en France, donc on appelle des migrants, et qui à un moment donné disent une soixantaine, on veut un logement. Bon, d'accord. Ils vont à la mairie, ils forcent. La mairie de Paris force la porte de la mairie de Paris et ils rentrent en disant on veut du logement, et il y en a un qui menace, qui dit on a été gentil aujourd'hui mais on peut être très méchant. Et là 95% des Français se disent mais où est-ce qu'on vit là? Un type, personne l'a appelé, en fait on veut pas de lui, il vient quand même. Et il réclame un logement, il force la porte et il le menace. Enfin, c'est hallucinant. Quand on a encore une goutte d'honneur français dans le sang, on dit un type comme ça, le soir même, imaginez s'il fait ça à Moscou, il fracture la mairie de Moscou, le soir même, il est de retour au Mali. Le soir même. C'est vrai, c'est tout à fait ça. Et cette France, donc, oubliée, périphérique, hein, donc, vous d'ailleurs, vous parlez des Vosges qui s'enlaidissent, enfin des Vosges d'une manière oui, l'enlaidissement du monde en général. Ouais, exactement. Et qui sont loin donc des décisions de la France, qui subissent. Alors on entend un petit peu ce qui se passe en France au café, on a des nouvelles. Et il y a des diatribes qui sont complètement sanglantes contre les Parisiens. Alors vous avez oui, alors ça je m'amuse évidemment surtout, je m'amuse si vous voulez à mettre en scène cette vieille opposition qui existe réellement. Hein. Moi je suis toujours frappé. Moi je suis alsacien donc je vis à Paris depuis très longtemps donc et puis j'ai quand j'avais fait les voitures encore à immatriculer avec la fin des départements 75. Moi j'ai des souvenirs les premières fois que je venais à Strasbourg avec ma voiture 75. Les gens se comportaient pas de la même manière. Ah oui. C'est vraiment marrant quoi. Surtout en Alsace et dans les régions très identitaires, vous savez, en Bretagne, je sais pas trop, mais en Corse évidemment, en Pays Basque, l'Alsace, il y a effectivement une réaction anti-parisienne, probablement que les torts sont partagés, c'est-à-dire que les Parisiens parfois se comportent de manière un peu hautaine, et puis il y a aussi peut-être un certain complexe par rapport, Paris a pris trop de place en France, si vous voulez, dans toutes les décisions, et par conséquent ça agace les gens, quoi. Donc je joue de cette, et là précisément je mets en scène un écrivain parisien, alors qu'il y a une caricature de bobo parisien, qui alors lui débarque dans ce petit village et fait la leçon aux gens. En disant vous avez lu ça? Non, c'est vrai qu'en province on préfère regarder la télé. Enfin, vous voyez, le genre de type qui rend un bistrot fou et qui peut finir lynché d'ailleurs. Et qui explique qu'ici même la pluie est une distraction. Enfin, voilà, il cite Mauriac. C'est Mauriac qui dit ça dans un livre magnifique. Il dit la province, ici même la pluie devient une distraction. C'est une phrase assez belle, cela dit. Voilà. Et donc effectivement, je mets en scène cette opposition que je trouve amusante et qui mais il y a pas c'est pas démago non plus. Hein. Ce que je veux dire par là, c'est que ce bouquin, c'est véritablement d'essayer de voir une petite communauté, un petit village imaginaire donc des Vosges du Sud et d'imaginer comment ce petit village essaye de préserver son mode de vie et essaye de se préserver en tant que tel. C'est-à-dire que en vérité, on part du principe et tous ces gens, tous mes personnages le savent, que la France s'écroule, qu'elle s'écroule de manière visible, quoi, un peu plus tous les jours, et qu'on peut arriver à un moment donné à une sécession, à des sécessions, et que c'est ça qu'il faut préparer. C'est préparer une petite féodalité post-nationale, si vous voulez. C'est un petit peu ça l'idée du livre. Mais c'est votre côté un peu anard de droite. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que ça veut dire aussi anarchiste de droite? Parce que en tout cas, pour les gens de Radio Courtoisie... Je serais incapable de vous le dire, parce que je ne sais pas ce que ça veut dire. Oui, on me la donne, mais je ne sais pas exactement ce que ça veut dire. J'imagine que ça veut dire que j'aime l'ordre, mais pas absolument. J'en sais rien, en fait. Honnêtement, je ne sais pas trop. Vous savez, c'est un qualificatif qui traîne. Alors, on l'applique parfois aussi. On l'a appliqué à Marcel Aimé, on l'a appliqué un peu à des gens comme ça, à DG ou à des gens comme ça. Mais je ne sais pas trop, honnêtement, ce que ça veut dire. Bon, en tout cas, c'est contre l'étatisme et l'idée qu'il y aurait... Donc, votre livre est quand même très anti-jacobin, en tout cas, on peut le voir comme ça. Oui, bien sûr, c'est anti-jacobin, mais c'est surtout je ne suis pas certain qu'il y ait beaucoup d'idéologie au sens... c'est-à-dire au sens d'idées véritablement organisées, etc. C'est plus un pragmatisme, c'est-à-dire j'essaye de voir à travers mes personnages qu'est-ce qui peut se passer dans cette France qui, si vous voulez, s'écroule de manière assez spectaculaire quand même, et de jour en jour. Je parlais de l'exemple tout à l'heure des 60 hurluberlus qui ont forcé la mairie de Paris, mais il y a ça, entre ça, les refus d'obtempérer, entre les banlieues qui refusent l'autorité désormais de l'État français, parce que c'est ça en vérité, ils reconnaissent plus l'autorité, ils disent non, vous n'êtes pas notre autorité. Où est-ce que tout ça va nous conduire? C'est ça la vraie question aujourd'hui, à mon avis, existentielle, même politique.
mais moi je le traite d'un point de vue littéraire, c'est-à-dire j'imagine une petite communauté qui est parfaitement au courant de ce qui se passe et qui dit, oulala, on va pas se faire entraîner avec. Donc nous, on va s'organiser pour, tant pis, adieu la France, merci, c'était un beau voyage, ça a été une belle aventure, mais la France n'est pas éternelle, je l'avais déjà dit il y a pas longtemps avec monsieur Pocard, qui m'avait gentiment invité ici même. La France n'est pas éternelle, je pense, c'est une construction historique, et ce qu'on a le temps et l'énergie qu'on a passé à la construire, on pourrait le passer à la déconstruire. J'en suis convaincu. Il faut déconstruire la France. Ah non, je dis pas du tout qu'il faut, je dis que c'est en train de se passer. Je pense pas du tout qu'il faille déconstruire la France. Moi, je me sens très français et j'aurais souhaité que la France perdure, si vous voulez, mais je crois qu'aujourd'hui, ce qui se passe réellement, à ce à quoi on assiste, c'est une destruction de la France de l'intérieur, et cette destruction fait qu'à un moment donné, quand tout sera disloqué, il est possible que des éléments se détachent. Ça s'appellera la sécession, c'est tout. Un département qui dira, nous maintenant, pardon, mais c'est la charia. C'est plus les lois de la République, voilà. Parce qu'on est 95% de musulmans et on voit pas pourquoi ce serait des vieux mâles de 50 ans blancs qui nous gouverneraient. Donc on va mettre la charia et on va voiler nos femmes, et c'est comme ça. Vous parlez de la France islamisée. Donc, ce qu'il faut savoir, donc, dans ce livre, les gens ont des nouvelles donc, du café, hein, c'est très présent. Et donc cette France islamisée, comment vous la critiquez en fait dans ce livre? En fait, si vous voulez, d'abord, je la critique, enfin je la critique pas, je dis simplement qu'elle arrive. Bon. Et alors après, je m'amuse il y a un personnage qui est le maire du petit village, qui est un personnage un peu crétin, mais enfin pas crétin au sens des imbéciles dont vous parliez avant, mais c'est quelqu'un de naïf qui a vraiment cru, alors lui, à la laïcité. Voilà. Alors je m'amuse beaucoup là-dessus, parce que pour moi ça a été une des causes du désastre, ça a été cette laïcité précisément, et cette république qu'on nous a mis à toutes les sauces, en oubliant totalement que ce qu'il fallait défendre, c'était avant tout la France et pas la République. Mais bon, mais si vous voulez, et donc c'est quelqu'un qui a demandé, il y a des dialogues comme ça où il y a des gens qui alertent, notamment mon héroïne qui s'appelle Blanche, et qui dit, mais regardez ce qui se passe, enfin des migrants qui rentrent par centaines de milliers, quand ils ont mis un pied dans le pays, on ne peut plus les sortir, c'est fini. Les banlieues s'islamisent, etc., etc. Et puis lui dit, oui, mais vous inquiétez pas, la laïcité va nous régler tout ça. Et ça, c'est un discours qu'on a entendu pendant des décennies. Vous savez, ce discours néo-républicain, chevènementiste, qu'on voudra, de gens qui disaient, vous inquiétez pas. La laïcité, avec la laïcité, on s'en sortira. Avec l'école, il y avait 3 trucs. Il y avait l'école, la laïcité et la République. Alors là, on était sauvés. C'était la nouvelle Trinité. Et en fait, ces gens-là nous ont mis dans une mouise absolue, puisqu'ils n'ont absolument rien compris que la laïcité, la République et l'école, quand vous avez affaire à des centaines de milliers de gens qui arrivent d'autres cultures, ça ne sert strictement à rien. Parce que pour être laïque, il faut avant tout être français, en fait. C'est une histoire française, la laïcité. Donc quelqu'un qui débarque et qui n'est pas français, il sera jamais laïque. Il faut d'abord qu'il soit français, et une fois qu'il est français, éventuellement, il peut être laïque. Donc on a mis la charrue avant les bœufs, ce qui fait, qu'est-ce que vous voulez dire à quelqu'un qui vient d'une religion qui ne connaît pas la séparation du temporel et du spirituel, comme le connaît le christianisme, hein, rendre à César ce qui est à César, bon, on connaît. Qu'est-ce que vous voulez que ça lui parle? Ça lui parlera jamais. Donc, et il y a eu une illusion, si vous voulez, de gens. Là-dedans, il y a des gens très bien et très intéressants et qui ont été très sincères. Hein, je suis pas en train. Mais pour moi, c'est un échec total. Le chevènementisme, dans ma jeunesse, auquel j'ai eu à un moment donné quelques espoirs, du reste, mais ça a été un échec absolu. C'est-à-dire. Parce que vous venez de la gauche, en tout cas, c'est ce que vous. C'est-à-dire, quand j'étais jeune, j'étais plutôt quelqu'un de gauche, en effet. Ouais. Et après, moi, je me définis pas tant. Vous savez, dans ces. Oui. J'ai encore certainement des idées, on va dire, ou des opinions qui pourrait me faire classer à gauche, mais ça n'a aucun intérêt. Et puis d'autres qui me feraient classer à droite, vous voyez. Mais enfin, Et cette France périphérique que vous décrivez, elle est assez sceptique face à la France islamisée, mais elle aussi, elle n'est plus tant française que ça. C'est-à-dire, elle s'est américanisée, elle s'est, on va dire, elle est pas, pas le français type comme on pourrait fantasmer, comme pourraient fantasmer les étrangers. Oui. Alors effectivement, bon, mais là, en l'occurrence, ça, ce que vous dites, ça correspond certainement à une certaine réalité. Moi, ce qui me frappe toujours, maintenant, quand vous êtes dans un petit village dans les Vosges, en effet, quand il reste un restaurant dans le village, je dis bien quand il en reste un, généralement, effectivement, ils font des hamburgers, quoi. Ça, c'est fascinant. Bah, d'ailleurs, du reste, même à Paris, vous allez dans tous les restos bobos du 10e, du 11e, ils se sont tous mis au burger. En quelques années, c'est fascinant. Il y a 6 ans, en France, en dehors des McDo et des restaurations, des restaurants rapides, voilà, de restauration rapide, vous aviez pas de... Là, maintenant, il y a une américanisation, en effet, galopante. On est pris entre deux feux, si vous voulez, une islamisation et une américanisation. C'est la tenaille, c'est la fameuse tenaille. Bon, mais en tout cas, j'insiste pas trop là-dessus sur ce bouquin. Pour moi, c'est vraiment une petite communauté que je mets en scène, qui sont
il y a des hurluberlus là-dedans, il y a des types un peu... mais c'est simplement des Vosgiens qui veulent, je vous dis, qui simplement veulent garder leur identité, en effet, et leur mode de vie. Voilà, c'est tout. Ils veulent la conserver. Et ils sentent que vu que ce qui se passe, alors je vais pas dévoiler le bouquin, mais enfin simplement ils disent on va s'organiser autrement. Voilà. On va s'organiser en dehors de certaines règles. Tout à fait. Et donc ça, ce sont des personnages grotesques. Et les autres personnages grotesques, c'est aussi au début du livre où vous nous parlez donc de ce salon de littérature où vous avez des écrivains connus, qui étaient connus, qui ne le sont plus, d'autres qui essayent de percer. Alors c'est l'autre versant, on va dire, le côté un petit peu donc bobo dont on parlait. Enfin, c'est-à-dire que là, c'est un petit peu une satire, si vous voulez, du milieu littéraire, notamment du milieu des salons, parce que j'en ai pas mal fréquenté au début de ma carrière, entre guillemets. J'étais invité à beaucoup de salons, je les faisais parce que ça m'amusait, je découvrais. Bon, puis au bout d'un moment, quand on en a fait quelques-uns, c'est toujours la même chose, on a compris. Mais c'est vrai que c'est drôle parce qu'il y a des hiérarchies implicites dans ces salons. Il y a les gens vus à la télé, il y a les gens, il y a les stars de la littérature. Et puis après, il y a tout comme ça, toute une hiérarchie et qu'on vous fait sentir d'ailleurs. C'est pas du tout le milieu sympatoche, égalitaire entre écrivains de gauche et potes, pas du tout. Non, c'est des hiérarchies implicites ou explicites. Il y a et puis il y a une hypocrisie. Moi, ce qui me faisait toujours rire, c'est tous ces salons du livre qui ont un discours contre la marchandisation de la culture, et là-dessus ils ont totalement raison, mais qui invitent des gens qui n'ont rien à faire dans les salons du livre, simplement pour pouvoir faire des dossiers et demander de l'argent au conseil départemental ou au conseil général, au conseil machin, etc. Ah, vous voyez, bon, il y a tout un... Oui, il y a tout un business derrière. Oui, il y a tout, enfin un business en tout cas, il y a toute une comédie aussi, donc je me suis amusé à commencer le roman sur ces... comment dirais-je, je suis dans un salon du livre, donc d'Épinal, pour le coup, dans lequel je suis jamais allé, donc je l'imagine, mais enfin ils se ressemblent tous, tous les salons se ressemblent, et voilà. Et j'ai commencé là-dessus, et puis avec évidemment parce que maintenant c'est de plus en plus aussi, vous savez, des sortes de coming out de militantes intersectionnelles, comme elles disent, alors de militantes qui viennent reprocher à des auteurs mâles d'avoir écrit dans leur bouquin que dans votre écrivain, enfin dans le livre. Voilà, Potard, en fait, il a écrit un livre qui est un écrivain de gauche d'ailleurs, mais dans mon bouquin, il a écrit un livre où à un moment donné il y a une scène où il y a je raconte dans le livre donc de Potard, pas dans mon livre, il a une copine qui la trompe et il se dispute et lui met une gifle, comme Quatennens, méthode Quatennens. Et du coup les féministes manifestent dans le salon en disant que c'est un appel au féminicide et qu'il faut absolument. Et en fait, Potard, qui est un écrivain bien pensant et tout, se retrouve pris dans une spirale, je dis à un moment donné, qui se retrouve sur un toboggan beurré qui conduit, pardon pour les auditeurs qui ont des oreilles un petit peu chastes, mais je cite quand même, qui conduit dans la piscine à merde où croupissent les salauds. Voilà. Mais parce que c'est très amusant de voir comment des gens, même du bon côté, des gens bien comme il faut, etc., peuvent se retrouver pris comme ça dans une spirale et se retrouver dans une piscine. J'imagine une piscine où croupissent, si vous voulez, tous les méchants, quoi. Tous les gens qui sont pas. Et alors d'ailleurs, ce qui est marrant, c'est nous évidemment, enfin la plupart des gens, j'imagine que vous invitez ici, sont dans le camp des méchants, pas tous forcément d'ailleurs, mais enfin beaucoup. À valeurs actuelles, on est les méchants, enfin tout ça est entendu, mais entre eux maintenant ils se bouffent aussi. Donc il y en a certains entre eux, des vertueux, qui se retrouvent du côté des méchants. Oui, tout ça est très drôle à observer, quoi. Oui, si la mise à jour progressiste n'a pas été faite tout de suite. Exactement, voilà, c'est vous êtes très bonne expression, la mise à jour. C'est comme une mise à jour d'ordinateur. Et en fait, effectivement, quand vous mettez pas à jour votre logiciel progressiste, vous avez un petit temps de retard et la patrouille vous repère et c'est terminé. Alors que cet écrivain est de gauche, bien pensant. Voilà. On lui reproche aussi de pas mettre assez de femmes dans ses romans. Voilà. Alors après, évidemment, à partir du moment où on lui a attrapé le mollet, j'explique, je m'amuse à imaginer qu'il y a des féministes qui relisent en faisant des pourcentages. Il y a seulement 10% de femmes. Oulala, la parité. Parce qu'un jour on y arrivera. Il y aura des folles qui nous diront que dans un roman il faut une parité. Autant de personnages féminins que masculins. Sinon c'est pas normal. Et puis après on nous dira qu'il faut autant de personnages racisés que blancs, etc. Donc c'était un délire sans fin évidemment. Et c'est de ça dont je me moque dans la première partie de ce bouquin. Mais juste pour revenir d'ailleurs sur Annie Ernaux, ce qui est drôle, c'est comment ces livres qui sont où on vous explique qu'il faut penser ça ici, comment ils ont du succès. Parce que si les lecteurs sont les personnes, ce n'est pas Jean-Maurice Grosdidier qui lit Annie Ernaux. Non, c'est sûr. Mais de toute façon, globalement, le Jean-Maurice Grosdidier, le personnage en l'occurrence, ne lirait absolument rien. C'est-à-dire, c'est pas un lecteur. Je crois qu'il ne faut pas oublier qu'il y a beaucoup de Français, malheureusement d'ailleurs, qui ne lisent pas du tout. C'est-à-dire même pas un livre par an, quoi. Il y a des gens qui lisent pas du tout. Après, Annie Ernaux, manifestement, si j'en crois la presse, depuis
qu'elle a eu son Nobel, ça marche très fort. Bon, il y a un effet, si vous voulez, conformiste ou curieux, qui est pas forcément d'ailleurs négatif. Les gens se disent, tiens, il y a une Française qui a un Nobel, on se rue sur les librairies et on essaye d'acheter. Alors après, il faudrait savoir si ça leur plaît ou pas. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il y a un succès de librairie, ce qui est normal. Enfin, je veux dire, après, c'est un réflexe, un Nobel français, les gens qui connaissent pas, parce qu'elle n'était pas très connue, mine de rien, Annie Ernaux. Et puis elle est connue. âgée, Oui, elle a 82 ans. Elle était, comment dirais-je, connue un petit peu, évidemment, dans le milieu de l'édition, de la presse, etc. Mais chez les Français, même lecteurs, c'est pas elle avait pas la notoriété d'un Houellebecq, par exemple. Vous voyez, oui. bon, oui. Mais les gens donc se ruent effectivement sur ses livres pour voir ce que c'est. J'ai appris hier que Gallimard réédite 900 000 exemplaires de ses livres quand même en poche, donc c'est pas mal. Hein. Oui, c'est ça. Et du coup, donc après, vous savez, je pense que bon, il y a des gens qui vont aimer peut-être parce que c'est après tout, il y a des gens qui. Moi, ce que je trouve, c'est que c'est rikiki, quoi. C'est une littérature du quotidien. C'est une vie qui n'a pas d'intérêt. C'est des petits sentiments mesquins. Tout est mesquin. Et il y a des gens qui se retrouvent dans cette mesquinerie. Et il y a une école de cette mesquinerie. Il y a des écrivains français maintenant qui ne tapent que dans cette mesquinerie. Donc ça veut dire qu'il y a sûrement un lectorat. Après, il faut se méfier parce qu'il y a des grandes stars comme ça, enfin des stars soi-disant justement. Quand on regarde les chiffres de vente, on est étonné. Oui, je pense à Angot, par exemple, qui paraît-il ne vend très peu en dehors de Paris. Mais qui est très en dehors du 11e arrondissement. Ouais, c'est ça, mais elle vend très très peu. Et qui est très médiatisé. Et bon, une petite parenthèse aussi, Michel Houellebecq, on expliquait. Oui, il a été sur la. Il a été, un des favoris. Et lui, pour le coup, vend énormément de oui, romans. Énormément. Alors moi, j'ai jamais cru cette histoire de Houellebecq, mais alors j'ai appris hier, figurez-vous, je vous dirai pas qui parce que je veux pas le mettre dans la panade, mais j'ai appris on m'a dit, quelqu'un de très proche de Houellebecq m'a dit qu'il y a vraiment cru, paraît-il. Houellebecq, oui, il a attendu, il a été très très déçu. Donc il y a cru. Bon, moi j'avoue que je trouve qu'il était déjà manifestement trop sulfureux pour un jury si vous voulez, c'est un jury qui prendra. Il y a déjà un risque avec Houellebecq, ce qui paraît délirant quand même quand mais c'est comme ça. Moi, j'y ai pas cru, j'y croyais pas. Ça aurait été évidemment de mon sens plus logique. C'est-à-dire que et là, je parle pas du tout d'un aspect politique. Quoi qu'on pense de Houellebecq, je sais il y a des gens qui supportent pas ce style plat. Il y a aussi une absence de comment dirais-je de grandeur et de côté épique, c'est certain, mais qu'on le veuille ou non, moi je pense que c'est un écrivain qui compte, et c'est certainement l'écrivain qui aujourd'hui aura donné le tableau clinique du désastre moral français le plus, le plus précis, quoi. Oui, d'un sociologue. Voilà, et pas seulement d'un sociologue justement, parce que je pense que la sociologie a des limites que n'a pas le roman. Le roman permet justement d'aller encore au-delà de la sociologie et de véritablement, bâtir expliquer les choses sans le recours de cette pseudo-science qu'est la sociologie. C'est-à-dire de expliquer à travers les personnages, et souvent c'est beaucoup plus. On comprend beaucoup mieux, quoi. Voilà, donc pour moi, il aurait été légitime. Maintenant, il a eu le Goncourt il y a 10 ans maintenant, je crois. Comment ça se fait qu'il ait eu leGoncourt alors qu'il était déjà sulfureux il y a 10 ans? Alors peut-être moins, parce que c'était. Non, avant, il l'était moins, je pense. Il l'était moins, et puis fort heureusement, si vous voulez, il y a quand même. D'abord, il est sulfureux. Il l'est devenu quand même. Il y a 10 ans, il l'était beaucoup moins. Et puis c'est Houellebecq, c'est-à-dire qu'à un moment donné, le Goncourt se serait ridiculisé à partir du moment où un écrivain est tellement sollicité par le public. Alors une fois de plus, à tort ou à raison, il y a un côté moutonnier chez le public, c'est incontestable. Mais il n'y a pas qu'un côté moutonnier. C'est-à-dire qu'un écrivain qui a du succès comme ça et qui chaque fois vend des centaines de milliers d'exemplaires et que les gens continuent à l'acheter, c'est qu'il dit quelque chose et que les gens se sentent concernés. Voilà, bon. Mais ce que je veux dire par là, c'est que le Goncourt se serait ridiculisé ils ont raté dans l'histoire quand même suffisamment, quoi. Ils en ont raté suffisamment, ils ont raté les plus grands, c'est simple. Si vous regardez quasiment les plus grands écrivains, ils ont tous raté. Et puis ceux qu'ils ont nommés, la plupart aujourd'hui, vous donnez les noms, les gens disent c'est ça, oui. Donc là, je pense qu'au Houellebecq, ils se sont dit on va le rattraper. On va pas se ridiculiser. Voilà. Je voulais revenir sur votre livre, Le Temps des loups. Alors on va pas dire pourquoi ça s'appelle comme ça, mais il y a un côté fantastique dans vos livres. Alors pourquoi vous mettez du fantastique? C'est assez drôle parce que c'est très réaliste, c'est très réel. Donc quand vous décrivez le salon littéraire, le village des Vosges, on y est. Puis à un moment, on est dans le fantastique. Alors ça apporte de la fraîcheur et puis ça permet aussi une certaine hauteur de vue sur votre histoire. Alors en fait, c'est marrant parce que vous venez d'employer dans la même phrase le mot fantastique et le mot réalisme. Mais en fait, alors vous savez qu'il y a un courant latino-américain, d'Amérique du Sud, qui s'appelle le réalisme fantastique. Bon, c'est un courant de certains auteurs qui sont regroupés sous ce label en quelque sorte, mais depuis que j'écris, j'ai toujours pensé que je pourrais moi me mettre là-dedans, parce qu'effectivement j'écris des romans réalistes,
C'est-à-dire que c'est vraiment ancré dans une réalité, cette réalité est décrite. Et en effet, je flirte toujours un peu avec le fantastique, mais un fantastique qui permet aussi ce fantastique peut être lu comme uniquement quelque chose d'onirique. C'est-à-dire que je force pas la perception de mon lecteur. Je vais pas le forcer en lui disant, regarde, là il y a quelque chose qui se passe qui est de l'ordre du fantastique. Donc est-ce que c'est vraiment du fantastique quand il y a cette ambiguïté? Je sais pas. Mais en tout cas, c'est vrai que j'aime bien, par nostalgie probablement, mais une nostalgie qui dépasse ma propre vie, mais une nostalgie d'une époque où on rentrait dans les forêts en craignant quelque chose, en craignant le grand pan. Vous savez que la panique, ça vient de pan, le grand pan. D'accord. Et le grand pan a donné le mot panique, et c'est ce qu'on ressent quand on est perdu dans une forêt au milieu de la nuit, et qu'on sent que le grand pan rôde dans cette forêt. Et donc on panique. Et ça, c'est un sentiment que je trouve merveilleux parce qu'il remet un petit peu l'homme à sa place. Je rassure les auditeurs de Radio Courtoisie, je suis un bon chrétien aussi. Mais il n'empêche que j'aime bien ce côté, si vous voulez, la forêt, côté où l'homme se sent remis un petit peu à sa place, quelque part, oui. Et on pourra presque dire comme ça. Voilà. Et merci beaucoup. Merci à vous. Olivier Molin, on rappelle le titre de votre livre, Le Temps des loups, aux éditions Le Cherche-Midi. Merci beaucoup. Merci à vous. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres, en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.